Le Hamas n'a plus d'excuses pour rejeter ce plan. Vous êtes d'accord ? Entre le oui et le non, il y a forcément une zone grise, n'est-ce pas ? D'ailleurs, Benjamin Netanyahou, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas oui, il dit oui si le Hamas accepte. Eh bien, il y a fort à parier que le Hamas s'aligne à peu près sur cette dialectique, sur cette rhétorique en disant oui si. Et donc, on a déjà une petite impulsion dans ce sens de la part des médiateurs qataris qui disent qu'il y a des clarifications nécessaires, donc des négociations à venir. Donc, je crois qu'il faut s'attendre, après un accord de principe sur la continuité des négociations, eh bien qu'il y ait 8-10 jours encore d'échanges pour finaliser cette étape première qui est cessez-le-feu, libération des otages. Ce n'est que la première étape. Aude, le Hamas donc étudie ce plan en ce moment. On a tout de même le sentiment qu'il a peu d'options tant il est affaibli. Et qu'il est sous la pression évidemment de Donald Trump, de la communauté internationale, même de ses alliés, des pays arabes. Effectivement, les 6 principaux dirigeants du Hamas sont réunis ce soir au Qatar avec les médiateurs égyptiens, turcs, qatariens. Ils étudient ce plan qui, rappelons-le, est quand même très flou. Finalement, on a les contours, les grandes lignes, mais il y a beaucoup de détails. Et c'est là qu'il va y avoir peut-être une marge de négociation, et c'est là que le Hamas va pouvoir dire oui, mais ils ne peuvent effectivement pas dire non, puisque maintenant la balle est dans leur camp, et que s'ils disent non au plan Trump leur a promis l'enfer sur terre, et la communauté internationale les blâmera, les jugera responsables d'avoir effectivement refusé cette porte de sortie. Alors, ce qui est très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'il y a la communauté turque qui est représentée. La Turquie est là aussi. La Turquie, le Qatar et le Hamas. Et tous les trois sont idéologiquement issus de l'école des frères musulmans. Donc, voyez-vous, je pense que la Turquie et le Qatar vont, en harmonie idéologique avec le Hamas, et bien faire pression sur le Hamas pour progresser. Et le Qatar s'est dit aujourd'hui satisfait des garanties de sécurité obtenues après cet accord présenté par Donald Trump, même si, encore une fois, on n'a que très peu de détails sur ce qu'il contient vraiment. Ce qui est exigé dans ce plan, en quelque sorte, c'est la capitulation du Hamas, et c'est peut-être là un des points cruciaux de ce plan, quand on connaît le jusque-boutisme des combattants du Hamas. Écoutez, à partir du moment où vous n'êtes pas victorieux, vous êtes perdant. Et donc, à partir du moment où vous êtes perdant, eh bien, il faut accepter un certain nombre de règles. Et là, on se dirige effectivement vers un dépôt des armes, premièrement, un cessez-le-feu, deuxièmement, vers un retrait des armes. Donc, il va falloir que le Hamas rende certainement une grande partie... On parle notamment des armes offensives. Voilà, une grande partie de son armement. Ce sont les conditions de ce désarmement qui sont encore floues. Et il faudra, premièrement, obtenir ce cessez-le-feu, la libération des otages. Une fois que ce premier pilier sera fait, il y aura le deuxième pilier de la démilitarisation donc du Hamas dont on vient de parler, et en parallèle, le retrait progressif, on a vu la carte tout à l'heure avec les 3 traits de couleur, le retrait progressif d'Israël. Donc deuxième étape militaire, troisième étape, la conférence de la paix ou l'association de la paix à la tête de laquelle se trouvera Donald Trump, échelon vers le prix Nobel, point d'interrogation, et aussi Tony Blair, qui s'occupera de la gouvernance du territoire et de l'aide humanitaire. Voyez-vous, donc il y a ces trois volets. Premièrement, négociation, cessez-le-feu pour libération des otages et cessez-le-feu. Deuxièmement, donc l'aspect militaire des deux côtés, israélien et Hamas. Et troisièmement, la gestion de l'espace et du temps. Absolument, pour sa survie Parce politique. que c'est aussi un enjeu de politique intérieure pour Benjamin Netanyahou. Aude vient de l'expliquer. Je vous donne juste quand même cette réaction de Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich, c'est l'un des 2 ministres d'extrême droite de cette coalition gouvernementale qui permet à Benjamin Netanyahou de se maintenir au pouvoir. Il qualifie ce plan, je cite, d'échec diplomatique. Si le Hamas dit oui, est-ce que ça veut dire concrètement que cette coalition explose et que par conséquence, Benjamin Netanyahou perd le pouvoir ? C'est l'un des enjeux de ce plan également ?
Et c'est un des aspects fondamentaux de cette évolution, car si on doit avoir effectivement progressivement l'apparition, la structuration d'un État palestinien, n'oublions pas que ce parcours était déjà entamé dans les années 90. Yitzhak Rabin et Arafat se serraient la main à Washington et ailleurs, donc les accords d'Oslo, et l'un a été assassiné, le Premier ministre israélien, n'est-ce pas? Donc on est parti à ce moment-là vers une autre stratégie que l'on connaît, celle qui est en place actuellement. Donc pour qu'il y ait une évolution de la position israélienne vers la possibilité d'un État palestinien, il faut effectivement qu'il y ait aussi une évolution politique intérieure israélienne. Ça veut dire un autre gouvernement avec une autre majorité. Benjamin Netanyahou n'a plus qu'un siège de majorité à la Knesset. Les élections sont cadrées pour le mois d'octobre 2026, mais si jamais Smotrich et puis donc son autre allié venait à se retirer, eh bien à ce moment-là, il serait minoritaire. Et donc, il y aurait chute du gouvernement. Un dernier mot peut-être sur cet ultimatum lancé aujourd'hui par Donald Trump. On le rappelle, il donne 4 jours au Hamas pour répondre à ce plan de paix. Est-ce que ce genre d'ultimatum peut tordre le bras du Hamas ? Comme on l'avait initialement dit au début de notre entretien, ce sera vraisemblablement un oui mais ou un oui si. Donc il y aura un oui, mais voilà, on continuera à parler après les 4 jours et heureusement.